Dernière dorsale de cette villégiature informationnelle, également gavée de divertissements, 8h, 9h. Nous traiterons d'un sujet, Sénat Paul Biya nomme enfin les 30 sénateurs. On vous l'a dit, pour en parler, 4 personnes, comme l'exige d'ailleurs la tradition de ce rendez-vous discursif. Vincent de Pauliédé, cadre du PCRN, Mathieu Mbiol, cadre du Social Democratic Front, Abdou Vundam, politologue, et M. Cyril Sambaka, président national de l'Alliance de forces progressistes, déjà en plateau avec nous d'ailleurs ce matin. Président Cyril Sambaka, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Audace. J'espère que ce matin nous pourrons débattre de quelque chose qui est très important pour moi, pour l'avenir du Cameroun. Alors avec vous, peut-être revenir sur cette hécatombe du côté de Hombé, dans l'arrondissement, ou tout au moins dans la région du sud-ouest. Plus d'une trentaine d'élèves arrachés à la vie à la suite d'un accident de la circulation. J'imagine comme les familles éplorées et des Camerounais, justement, vous êtes touchés par cet accident de la circulation. Oui, je dois dire que pour nous qui avons un certain âge aujourd'hui et qui avons fait le tour du Cameroun, il fut une époque où le Cameroun, comme on l'appelait occidental, les règles étaient tellement respectées que quand on venait du côté du Cameroun francophone, on avait quelques difficultés. Mais les policiers étaient très sympas, ils expliquaient, ils savaient qu'on sortait de l'obscurité et qu'on allait vers la lumière, si je peux schématiser cela. Donc je dois dire que ça fait très mal de voir que c'est de ce côté-là qu'un grave accident comme celui-là va se produire. Ça veut dire que petit à petit, ils ont eu de mauvaises habitudes et un camion qui transporte du sable ou autre chose doit être celui-là qui va lentement. Mais comme on est tous maintenant focalisés sur le gain, et bien voilà, des vies qui sont passées comme ça, à perte et profit, je dois dire que l'AFP a été très attristé d'apprendre une nouvelle comme celle-là. Ça ne doit plus se reproduire et je pense que les autorités compétentes vont en tirer des leçons et pouvoir prendre des mesures. Je pense qu'il vaut mieux arriver là où on va que de s'arrêter en route parce qu'on a voulu aller trop vite. Abdou Vundam, politologue, est également venu ce matin. Bonjour Abdou. Bonjour Nassis Moto. Un bonjour particulier à Monsieur le Président Cyril Sambaka. Un bonjour aussi spécial à vos milliers de télé-internautes et vos auditeurs, sans toutefois oublier notre technicien combien valeureux. Se bat autant que faire se peut afin que nous soyons non seulement visibles mais aussi audibles. C'est un plaisir renouvelé d'être là ce matin pour débattre d'une thématique qui tient en haleine l'opinion publique camerounaise. J'imagine que vous également, vous avez été affecté par cette tragédie survenue du côté de Moloué dans la région du sud-ouest et plus précisément dans l'arrondissement de Limbé. Bien évidemment, tout ce qui concerne la mort, vous savez, la mort suscite beaucoup d'émotions. La mort est, du point de vue philosophique, la dissociation du corps de l'âme. Et en tant qu'Africain, lorsque naître ou encore des enfants comme ça décèdent, du point de vue anthropologique, c'est regrettable. Et du point de vue même sociétal, c'est une perte énorme. Parce que ce sont des jeunes qui pourront également procéder à la continuité de la gestion des affaires de l'État. Et si l'on s'en tient de cet adage que la jeunesse le fait de la nation, qui connaît que parmi ces jeunes qui ont décédé, parmi ces jeunes pouvaient peut-être sortir des futurs magistrats, des futurs cadres pour que notre cher beau pays puisse se développer. S'ils sont passés de vie à trépas, c'est à regretter, c'est regrettable, mais je crois qu'il faut, face à ce genre de situation, poser un problème de fond, notamment les politiques publiques d'infrastructures routières au Cameroun. Et je crois que ce débat mérite d'être posé sur la table pour que le Cameroun puisse marquer et faire un saut qualitatif afin que nous puissions avoir des routes dignes de ce nom. Parce que pour le moment, le Cameroun a du mal à avoir une infrastructure routière digne de ce nom. Donc vous attribuez cet accident de la circulation au mauvais état de la route? Entre autres, mais cela n'est pas une raison pour justifier le caractère irresponsable de nos personnes qui en réalité empruntent
nos routes à travers leurs engins qui, en réalité, du point de vue de la responsabilité personnelle, ne veillent pas à ce que la visite technique de leur véhicule soit respectée. Ou vous êtes sans ignorer du faux et de la pratique du faux qui est devenu comme l'habitude au Cameroun, où on est à même de vous présenter une visite technique à l'État, pourtant l'état du véhicule en réalité est en déphasage avec ce qui se voit sur le papier. Donc la responsabilité même des citoyens pris individuellement est engagée, et bien évidemment la responsabilité de l'État ne doit pas être déniée. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui encadre, qui régule et fixe le cap pour la bonne conduite de l'État. D'accord. Moi, je voulais juste, ajouter qu'un pays comme l'Angola, quand ils se sont décidés à faire les routes, ils en faisaient 2000 km de routes bitumées par an et à moindre coût. Parce que quand on regarde le Cameroun, 200 km par an, avec un coût énorme qui va 4 à 5 fois ce que les autres payent. Ça veut dire que le Cameroun est capable de mettre en pratique ce que les autres ont fait et faire 1000, 1500, 2000 km de route par an. D'accord. Et aussi pour renchérir avec ce que le président vient de dire, le plus important n'est pas de faire des routes, mais aussi de faire des bonnes routes. Quand je fais des bonnes routes, c'est au niveau de la taille et même de l'innovation en termes de route. Il faudrait plus qu'on fasse des pistes comme route. Il faut vraiment des voies de communication, peut-être de 6x4 ou de 4x4 pour qu'on puisse limiter autant que faire se peut une possibilité de cause d'accident émanée par le mauvais état de la route. Il nous a rejoint également en plateau ce matin Vincent de Paul Yédé, cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et par ailleurs conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala, 3e. Bonjour Vincent de Paul Yédé. Bonjour Narcisse, bonjour à mes copanélistes, au président. Je voudrais joindre directement ma voix à celle de mes prédécesseurs, n'est-ce pas, pour adresser mes condoléances aux familles des victimes de cet accident de Hombé et regretter quand même que cela ait pu se produire. On dira tout ce qu'on voudra. Il y a une espèce de relâchement au niveau, n'est-ce pas, du contrôle technique des véhicules qui est à l'origine, n'est-ce pas, de la plupart de ces accidents. Je sors de Yaoundé et hier, j'ai laissé près de 3 accidents sur la chaussée. Donc, il faudrait vivement que les autorités en charge du contrôle des visites techniques, qu'elles continuent, n'est-ce pas, à faire leur travail, parce que très souvent, c'est les défaillances techniques qui occasionnent ce genre de catastrophe. D'accord, puisque on en parle, hein, des pleurs par-ci, par-là, à la suite de cette tragédie survenue à Moloué, sur la route de Dombé. On va également prendre la réaction de Mathurin Mbiol, cadre du Social Démocratique Front, membre du Shadow Cabinet. Bonjour Mathurin. Bonjour René Narcisse Moutour. Bonjour à mes copanélistes et bonjour à vos millions d'auditeurs. J'imagine que vous également, vous êtes affecté par cette tragédie survenue dans la région du Sud-Ouest, à Moloué pour être précis. C'est plus d'une trentaine d'élèves morts, décédés comme ça, du fait de l'indélicatesse ou alors de la négligence d'un conducteur de camion de sable. Oui, je tiens déjà à présenter les condoléances du SDF à toutes les familles qui ont été éprouvées. Donc c'est une catastrophe, perdre ainsi des vies humaines, des jeunes vies humaines. Donc c'est gravissime et je pense qu'une enquête devrait rapidement être diligentée afin qu'on trouve et qu'on explique ce qui s'est réellement passé pour qu'on aboutisse à un tel drame. Donc j'envoie tout mon réconfort et le réconfort de notre famille politique, et je suis certain de l'ensemble des Camerounais, à ces familles qui sont en douleur en ce moment. Donc voilà ce qu'on peut dire, et on peut tout simplement déplorer que, n'est-ce pas, on puisse arriver à de telles situations,
peut-être qu'on aurait pu les prévenir. Maintenant, il faudrait que les enquêtes nous disent quelles sont véritablement les responsabilités qui ont entraîné un tel drame. Alors, Abdou Ndam, on va embrayer directement dans le vif du sujet. C'est désormais secret de Polichinelle. Paul Biya nomme les 30 sénateurs. Il faut noter que ces 30, ça s'ajoute donc aux 70, ce qui fait 100 désormais. Alors, d'entrée, que vous inspire, quelle grille de lecture vous inspire ces 30 sénateurs qui ont été nommés récemment par le chef de l'État, Paul Biya? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que l'on peut retenir de la nomination des sénateurs qui viennent compléter, bien entendu, l'effectif de la Chambre haute, j'ai deux grandes lectures. Ma première lecture va s'appesantir sur le coût politique au sens pur du terme. Et le deuxième déterminant de mon intervention va s'articuler au niveau de la rétribution du militantisme. Pour ce qui est en réalité du premier déterminant, notamment le coût politique, il est important de le dire que la nomination de ces 30 sénateurs, qui vient en réalité compléter les 70, commandés par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est un message fort que le RDPC, sous la bannière de son président, lance dans le champ politique camerounais, que dans le champ politique, il a la capacité, à travers le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, il peut toujours nommer ceux qui viennent en réalité de sa formation politique et démontrer peut-être à l'opposition que la question de l'élégance politique en soi n'est pas praticable à tout moment. Et que c'est un message aussi pour ceux qui se préparent pour l'avenir politique du Cameroun. Parce qu'en réalité, quoi que l'on dise, l'après Biya se joue déjà. Parce que l'après Biya se joue déjà, il y a des manœuvres, des pratiques susceptibles de baliser davantage le chemin pour qu'on puisse multiplier les chances pour cristalliser les attentions des populations camerounaises afin de baliser le chemin pour la transition présidentielle du Cameroun. Cela étant dit, la performance des formations politiques d'opposition au Cameroun est un indicateur qu'il ne faut pas négliger quant à ce que la problématique de la transition présidentielle risque de ne pas se négocier au sein de l'opposition, au rang de ce que plusieurs éléments peuvent être mobilisés, notamment les guéguerres au sein des formations politiques, la capacité de l'opposition à se rajeunir, à se réinventer. Et fort de cela, le chemin du point de vue de la pratique de l'exercice politique est davantage favorable pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le deuxième déterminant en réalité qui me paraît aussi très fondamental, c'est la notion de la rétribution du militantisme. Et pour le faire, je vais procéder à un recours de la sociologie des nominations de ces acteurs qui ont été portés à la tête au sein de l'hémicycle du Sénat. Vous verrez que M. Narcisse Moto, c'est une forme de récompense et les noms qui reviennent sont quasiment les mêmes. Et parmi ces sénateurs nommés, ne perdons pas de vue le pan des confréries traditionnelles, ô combien puissantes, qui en réalité jouent pour faciliter l'acquisition du pouvoir au Cameroun. Vous avez vu que Paul Biya était fidèle et loyal vis-à-vis de certaines chefferies traditionnelles qui sont considérées comme incontournables dans le processus de transmission du pouvoir au Cameroun. Quand bien même dans une autre chefferie traditionnelle, celui qui est le monarque n'a pas encore atteint l'âge d'accéder dans cette chambre. Vous verrez que celui-ci a été remplacé par son fils, notamment, je parle du cas de Mbombo. Vous verrez que, du point de vue de la distribution du militantisme, Fosso prend à Banjul, Mbombo Joya pas, Mbombo Joya prend. Donc, tout ceci revient à dire Moukete, fils paie pas, Moukete, fils prend. Cela amène à comprendre que M. Paul Biya est un chef de l'État qui travaille à procéder à un équilibre de la société tout en maintenant toutes les variables susceptibles de renforcer son pouvoir, mais beaucoup plus, il essaye de rétribuer, de récompenser tous ceux-là qui ont été loyaux vis-à-vis de lui. À partir du moment où ils n'ont pas eu la chance d'être élus à travers une élection, d'être passés par une élection, il a donc le pouvoir discrétionnaire qui donne la possibilité de nommer et de rétribuer, de récompenser tous ceux-là qu'il estime favorables pour l'acquisition et la consolidation de son pouvoir. D'accord. Président Sambakar, vous l'aviez avec Abdou Ndam qui voit en ces nominations le respect du principe de l'équilibre et de la loyauté.
Oui, je dois dire que son analyse me paraît une analyse vraiment réfléchie et ça cadre avec ce que moi-même je pense. Cela veut dire qu'en d'autres termes, nous sommes dans un processus où les choses commencent à se refermer. Les choses commencent à se refermer, c'était prévisible, je l'ai souvent dit. Avant, nous avions eu des sénateurs cadeaux, n'est-ce pas? Parce que si vous regardez bien comment les choses se passent, le RDPC a 70 sénateurs de tout temps. De tout temps. Bon, maintenant, il y a 30 sénateurs qui sont nommés. Le chef de l'État qui veillait à un certain équilibre avant et offrait quelques sénateurs a tout vissé. Il a tout vissé aujourd'hui et dans l'hémicycle, on a 94 sénateurs du RDPC et 6 de ses amis. Oui. Donc, à partir de là, on doit comprendre que le processus est lancé. On va de jour en jour paupériser les partis de l'opposition. Parce que quand vous avez un sénateur, quand vous avez 7 sénateurs, les cotisations qu'ils mettent dans le parti, n'est-ce pas, peut servir à quelque chose. Quand vous n'en avez pas du tout, ça veut dire que ce sont les militants qui doivent s'asseoir, essayer de cotiser, n'est-ce pas, en vue de faire avancer le parti. Donc, le parti au pouvoir est en train de serrer. Vous regardez à l'Assemblée nationale, l'opposition n'a plus assez de députés. Vous regardez au Sénat, le RDPC a tout pris. Tout ça. Et quand vous regardez maintenant la rétribution qu'on donne aux partis de l'opposition, que l'État donne aux partis de l'opposition, tout a été cadenassé, serré. Donc du coup, le RDPC est en train de suivre son bonhomme de chemin, tranquillement, sûrement, pendant que l'opposition camerounaise est en train de se disloquer. Voilà la réalité sur le terrain. Les partis politiques vont préparer les élections de 2025. Avec quels moyens? Il faut que les militants commencent à cotiser dès maintenant. La manne ne va pas tomber du ciel. Il faut savoir que ce que les partis d'opposition avaient avant, venant du gouvernement, n'existera presque plus. Ayant pris un certain nombre d'habitudes, on ne pourra pas couvrir le territoire national. Donc, moi, je trouve que le RDPC est dans sa logique. Et vous allez vous rendre compte que les ministres qui sont vieillissants ont déjà positionné leurs enfants. Ces enfants viendront les remplacer. Les monarques qui s'en vont, les enfants les remplacent. S'ils étaient dans les institutions, évidemment, les enfants vont prendre cette position d'institution. Parce que, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Des méthodes qui ont été utilisées, conserver le pouvoir 40 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Dans le monde entier, on peut compter du bout des doigts des gens qui ont réussi à garder le pouvoir pendant 40 ans. Alors si en face, nous avons une opposition qui pense qu'on claque du doigt comme ça, on dit allez vous inscrire, les Camerounais vont courir pour s'inscrire. Non, il faut créer des conditions qui permettent aux populations de retrouver la confiance et d'aller s'inscrire pour voter pour l'opposition. Mais sans cela, nous allons piétiner et en 2025, on aura 3 millions de personnes qui vont voter effectivement. Donc moi, j'attire l'attention de mes pairs de l'opposition parce que je ne voudrais pas qu'après 30 années d'expérience et sachant très bien comment ces choses-là se passent, qu'on commence à dire si on savait. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut s'organiser. C'est maintenant que les populations doivent retrouver la confiance. Cette confiance, on ne claque pas du doigt et puis elle revient. Ce n'est pas possible. Sauf à penser que l'opposition camerounaise s'apprête à mettre le genou par terre pour qu'on puisse les récupérer dans le pouvoir en place. Si tel est le cas, eh bien, Sambaka va peut-être être cet opposant qui va s'opposer à cela.
D'accord. Donc voilà, voilà ma lecture. D'accord. Vincent de Paul Yédé, alors, comme vous le faisiez savoir tout à l'heure, Abdou Ndam, avez-vous eu l'impression que l'après-Bia s'est dessiné au travers de cette domination? Je ne voudrais pas dire que vous voulez m'amener à commenter son analyse ou à réagir à son analyse. Je préfère rester sur la thématique et répondre à la question centrale. Alors, comment je perçois, n'est-ce pas, la nomination de ces 30 sénateurs? Et le président Sambaka disait tantôt qu'il ne faudrait pas que l'opposition dise si on savait. Mais l'opposition est déjà dans les si on savait. Parce que tout ce qui se passe là n'est que la résultante de l'élection de 2020. Où était cette opposition pour anticiper sur ce qui devait se passer? Quels sont les calculs, quelles sont les méthodes, quelles sont les démarches qui ont été faites pour anticiper sur ceci? Est-ce que les opposants ne savaient pas qu'après les élections municipales, il y aurait les régionales? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'après celles-là, il y aurait les sénatoriales? Ils n'y ont peut-être pas pensé. Ils ont préféré se contenter de leur situation individuelle. Et nous en sommes là aujourd'hui. Maintenant que nous venions commenter sur ce que le chef de l'État est en train de préparer du chemin, un chemin velouté à son successeur, c'est réducteur pour une opposition camerounaise. On devrait être aujourd'hui en train de parler des différentes actions que l'opposition est en train de mener en vue de la conquête du pouvoir, ce qui n'existe nullement pas. Alors, on commentera comme ça jusqu'à l'élection de 2025, et les mêmes choses se reproduiront, et on restera là. Il y a des gens qui ont fait 30 ans dans l'opposition, comme le disait le président là tout à l'heure. Mais est-ce qu'ils ont tiré les conséquences de toutes leurs actions sur les 30 ans? Moi, je pense que cette opposition est à repenser. L'opposition camerounaise, qui est en train de crier non au gré à gré, qui est en train de se plaindre de ce que le chef de l'État... Et je voudrais d'ailleurs dire qu'en réalité, le chef de l'État a fait quelque chose de bien à l'opposition. Parce que imaginez-vous que parmi les 30, qu'il en ait nommé dans les différentes parties de l'opposition. Mais elle serait en train de se déchirer aujourd'hui. Parce que, vous le savez très bien, il y a des gens qui ont même écrit pour demander à être nommés. Il y a des associations, des jeunes qui ont demandé que des jeunes sénateurs soient nommés. Il y a des gens qui appelaient à la collaboration de ce Sénat. Heureusement, le chef de l'État est resté fidèle à lui-même. Il fonctionne avec ses amis et il est resté dans le cadre des différentes alliances qu'il a souvent eues. Je dis que c'est une chance même pour l'opposition. Maintenant, ce que nous devons faire au niveau de l'opposition, c'est de nous mettre ensemble pour travailler et préparer l'élection de 2025. Si on ne le fait pas, mais je vous assure que 2025, il n'y aura plus d'opposition au Cameroun. Parce que les gens vont commencer à se battre pour rejoindre la dynamique dirigeante, si ce n'est pas déjà le cas pour certains. Donc, franchement, c'est un appel que je fais là. Je vais le joindre à celui que le président venait de faire, peut-être avec mes propres mots, pour dire que l'opposition doit se regarder en face et elle doit véritablement se poser les bonnes questions. Et ceux qui sont incapables de se réinventer, de s'adapter à la situation actuelle, sont condamnés à disparaître. Parce que c'est ce que nous avons vu de l'autre côté. Lorsqu'un nouveau président est venu, il a pêché à gauche, il a pêché à droite, et les partis traditionnels ont disparu. Tous les opposants traditionnels que l'on connaissait, toutes les figures politiques que l'on connaissait en France, pour ne pas la citer, ont disparu. Et des nouveaux acteurs sont sortis. Donc j'ai bien peur que c'est ce qui risque de se passer au Cameroun si on continue à faire ce que nous faisons aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on parle des inscriptions, mais chaque parti parle des inscriptions à sa manière. Chaque parti pense à l'élection de 2025 ou avant à sa manière, et il n'y a aucune dynamique qui est mise en place jusqu'à présent en vue de la conquête du pouvoir. Vous faites comment pour déraciner un pouvoir de 40 ans si vous ne vous mettez pas ensemble? Si chacun joue au plus beau, si chacun veut être le leader de l'opposition, si chacun veut démontrer que c'est lui que le peuple aime, c'est lui le chouchou du peuple, on se trompe et on passera le temps à faire ce genre d'analyse. D'ailleurs, c'est même plus des analyses, c'est les commentaires de l'actualité politique qu'on va se retrouver à faire. Donc, vivement que les acteurs politiques de l'opposition comprennent
que tels que ces partis-là, s'ils ne se mettent pas ensemble, ils sont condamnés à disparaître. Et ce ne sera pas tellement une mauvaise chose. Voilà des jeunes comme les Abdou Ndam qui n'étaient pas là hier et qui arrivent. Peut-être que c'est eux qui, après 2025, vont justement porter la dragée haute pour tenir face au pouvoir en place. D'accord. Alors, Mathurin, avec vous, je voudrais qu'on commente un peu la grande une du quotidien Émergence de ce 3 avril 2023. Le quotidien dit, je cite, Paul Biya sauve l'opposition collaboratrice. Que vous inspire cette grande une? Ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que je ne sais pas ce que cette une voudrait indiquer. C'est toute l'opposition qui est dans les difficultés. Donc, et il me semble qu'on vient de consacrer au Cameroun effectivement le retour au parti unique. Donc, on est passé de cette majorité obèse qu'on a pendant longtemps décriée à un parti qui est devenu hégémonique et définitivement quasiment unique. Donc, comment en est-on arrivé là? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Donc, les différents cabinets des partis politiques devraient réfléchir à trouver, je veux dire des partis politiques de l'opposition, devraient réfléchir à trouver des solutions, à trouver des stratégies pour pouvoir sortir de cet état de fait. Donc, c'est le travail qui nous est donné aujourd'hui pour pouvoir construire l'avenir et pour pouvoir donner, n'est-ce pas, faire face à ce nouveau challenge. Et effectivement, il est temps que les Camerounais s'asseyent parce que, je le disais ici il y a quelques jours, il est impensable qu'un parti politique, que dans un pays où les gens vivent dans des conditions lamentables de misère, où les gens n'arrivent pas à se soigner, où les gens n'arrivent pas à se nourrir, où les gens n'arrivent pas à se vêtir, mais c'est le parti qui dirige, qui gagne les élections. Donc, il faut bien qu'on nous explique comment ça se passe, par quelle magie des gens qui sont dans des conditions de vie ultra difficiles arrivent à élire des gens qui les paupérisent et qui les maintiennent dans un état de misère. Donc, il faut donc que nous, les membres des partis politiques de l'opposition, qu'on essaye aussi de trouver de nouvelles stratégies parce que forcément, on constate là que 33 années après le retour au multipartisme, nous sommes dans une situation où le parti qu'on avait tant décrié, qui avait bloqué même le retour au multipartisme, parce qu'on se souvient que les militants de ce parti politique étaient descendus dans les rues pour dire non au multipartisme, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de travailler à nous ramener au parti unique afin qu'on consacre définitivement la mort de toutes les autres formations politiques. Donc, ceux qui ont donc fait cette une-là, pour ma part, dont vous avez parlé au début, le quotidien Émergence. Oui, ce sont des gens qui travaillent afin que le système actuel se pérennise. Parce qu'on ne peut pas rire de la situation actuelle au Cameroun. On ne peut même pas faire de l'humour avec cette situation. Parce que c'est grave. On ne peut pas, dans un continent de misère, dans un pays difficile à vivre, n'est-ce pas, se réjouir de ce que les idées même, rien que les idées, je ne parle même pas des richesses, n'est-ce pas, ne puissent pas pouvoir s'affronter, parce que les richesses ont déjà confisqué les richesses, c'est entre leurs mains. Un petit groupe, n'est-ce pas, de gérontocrates, de plutocrates, n'est-ce pas, ont décidé de confisquer le pays. Maintenant, même au niveau des idées, ils nous empêchent même de pouvoir exprimer nos idées. Ils ont dit que le cadre consacré pour la réflexion, pour la discussion, pour l'expression de la démocratie, ce sont les institutions. Mais petit à petit, les partis politiques de l'opposition sont chassés des institutions. Par quelle méthode? Par quelle stratégie? Donc, quand on travaille
à délégitimer le cadre institutionnel, on travaille à légitimer le cadre non institutionnel, c'est-à-dire la rue. Donc, c'est pousser donc les Camerounais à pouvoir s'exprimer ailleurs que dans les institutions. Nous avions cru en tant qu'acteurs de la démocratie, lorsque le SDF dans les années, dans les années 1990 a décidé que, ok, nous allons entrer dans le jeu institutionnel, beaucoup de partis de politique ont dit que nous avions trahi. Parce que pour eux, à l'époque, c'était de la rue, rien que la rue. Nous avons dit, ok, nous allons faire confiance à la démocratie, nous allons aller dans les institutions, les mairies, l'Assemblée nationale, ainsi de suite, toutes les institutions, pour pouvoir amener le combat de ce côté. Mais le RDPC, pendant 30 ans, a plutôt travaillé à ce que, même là-bas, le jeu de démocratie ne puisse pas s'exprimer. Ça veut dire qu'on est en train de pousser le Cameroun à ce que le jeu démocratique s'exprime ailleurs que dans les institutions. Et en ce moment-là, on nous place au bord du chaos. On nous place au bord du gouffre. Donc, je pense que nous, de l'opposition, nous avons un challenge. Nous devons nous asseoir, mettre sur pied des stratégies à partir des communes jusqu'aux institutions les plus élevées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et voire même jusqu'à la présidence. Abdou Ndam, il ne serait pas... Oui, je souhaitais répondre à la question qu'il a posée. Pardon, Vincent de Pouillédé. Comment se fait-il que le peuple continue à élire des gens qui le paupérisent? Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre perspective. L'opposition n'offre rien. L'opposition n'est pas crédible et d'ailleurs, elle perd ses membres de plus en plus qui vont rejoindre le parti au pouvoir. Ça, il faut le reconnaître. Si on va rester là à décrier ce que le parti au pouvoir fait, il joue son rôle, qui est celui de conserver le pouvoir. Qu'est-ce que nous on fait pour le conquérir? C'est justement dans cet état d'esprit que nous devons être. Et les actions que nous devons mener aujourd'hui doivent être des actions de conquête de pouvoir, pas de se plaindre de ce que d'autres font. Ils sont dans leur rôle, soyons dans le nôtre. En fait, je complétais juste pour répondre à ça. Alors, Abdou Ndam, il serait donc plus âgé aujourd'hui de parler d'un Sénat monocolore, même immaculé. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, après donc, après que tout ceci soit fait, on a désormais les 100 sénateurs, on va rappeler, ça fait 95 pour le RDPC et 5 pour l'opposition. En attendant la session de plein droit dans quelques jours, à quoi doit-on s'attendre désormais? À l'exercice de ces sénateurs qui ont été élus et nommés, qu'ils font leur travail, notamment ce travail consacré par la Constitution, qui relève de deux aspects, voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Et il est important de le situer que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées. Donc, si vous me posez cette question, c'est assez élémentaire pour le répondre parce qu'on sait déjà... Et sur le champ politique? Et sur le champ politique, ceux-là qui ont eu la chance d'être élus par les conseillers municipaux et nommés, ils vont travailler à résoudre les problèmes de la population et à travailler pour le maintien du parti et enrichir le parti. Quand je parle d'enrichir le parti, c'est tant sur le plan financier, c'est tant sur le plan intellectuel, c'est tant sur le plan matériel. Afin, je crois que ces sénateurs, en majorité, à forte coloration du RDPC, il y a la dimension de la ressource en politique. Et M. Sambaka a évoqué un aspect très important, notamment les ressources financières. Et vous voyez donc que les contributions que ces sénateurs, qui sont d'une forte coloration du RDPC, vont renforcer les caisses du RDPC pour les échéances à venir. Donc je crois que c'est un indicateur très important à le dire pour justement démontrer que la forte prééminence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au sein du Sénat est un atout pour se préparer pour les challenges de demain, notamment qui est la présidence. Mais j'ai suivi mes deux prédécesseurs, mais je voudrais quand même soulever quelque chose. Parce qu'en politique, il y a deux façons de conquérir le pouvoir, ou encore deux manières de participation politique. C'est en sciences politiques. Nous avons la participation politique conventionnelle, d'une part, et la participation politique non conventionnelle. Et du point de vue de la participation politique conventionnelle, notamment, c'est par la voie des urnes. Et sont les acteurs politiques sur la bannière des formations politiques. Et nous sommes tous d'accord sur ce plateau qu'en l'État, la performance de l'opposition n'est pas up-to-date pour challenger
le parti au pouvoir. Donc on doit utiliser la méthode non conventionnelle. C'est là où je vais quand même titiller Mathurin. mon estimé copanéliste de la droite. Il faut dire qu'en réalité, avant de faire recours à la méthode, à faire allusion à la méthode non conventionnelle, il est important de le dire, hein, M. Narcisse Moto, la question de la transposabilité. Ce qui se fait ailleurs ne peut ne pas l'être forcément ici. Les réalités d'ailleurs ne sont pas les cas d'ici. Et pour le faire, il faut faire une étude de la sociologie des mouvements sociaux au Cameroun. Et on a expérimenté ça avec les années de Braise en 90. C'est en cette année-là qu'on a compris que les Camerounais pouvaient descendre à la rue. On a eu l'écho que cela a donné. On a eu des velléités de cela en 2008. Mais de l'histoire politique camerounaise, il est important de dire que c'est deux grands événements majeurs où on a vu comment la population descend dans la rue pour exprimer un certain nombre de choses. Les années de Braise et 2008. Par contre, Non, je ne suis pas d'accord. par contre, le système en place travaille pour décourager davantage ceux-là qui sont censés descendre dans la rue. Monsieur Nassimoto, qui sont ceux qui sont censés descendre dans la rue? C'est la jeunesse, non? C'est la jeunesse. Et vous rendez compte que le 90% de l'emploi au Cameroun est informel. Vous direz quoi à un jeune qui va en Koulouloum, il se place debout avec son habit, il a une femme à la maison, il a au moins 2 enfants, il a les parents au village, il vit le jour le jour. Vous croyez que ce jeune homme va accepter abandonner son métier, qui le nourrit le jour pour aller marcher, manifester? C'est pour vous amener à dire que le système a travaillé de telle enseigne que la psychose, la paupérisation et le climat informel sont des indicateurs qui empêchent davantage les jeunes qui sont chargés de beaucoup d'énergie à descendre dans la rue. Ce sont des faits. C'est là où on dit que l'hypothèse d'une descente dans la rue est peu plausible au Cameroun, au regard de l'environnement socio-anthropologique camerounais. Ça là, c'est péremptoire. Vraiment, je voudrais réagir directement. Je voudrais réagir directement. Un instant. Oui. Il n'a pas encore chuté. Il y a même Mathurin qui voudrait réagir. On ne peut pas être assis et puis il fait non, vous allez réagir. Nous sommes des acteurs sur le terrain. Vous allez réagir. Nous savons exactement ce qui peut mobiliser. Vincent Lepoyede. Je souhaite que vous respectez. Non, vous n'êtes pas le modérateur du plateau, je suis désolé. Le journaliste le fait déjà. Monsieur Ndam, le journaliste le fait déjà. Restez pour parler libre. Vous, ce n'est pas vous qui me dictez la conduite à tenir. S'il vous plaît, vous allez répondre. Je respecte le modérateur, c'est tout. Oui, permettez de réagir. Je continue à dire que je respecte le modérateur. On vous a suivi. Merci. Donc je suis libre de réagir quand ça me plaît. Surtout, comme acteur politique, je ne peux pas laisser assis sur un plateau entendre des déclarations péremptoires comme celles qu'il vient de faire. Oui, voilà, je suis désolé. Vous aurez le temps de rebondir tout à l'heure. Laissez-le aller jusqu'au bout de son argumentaire. Abdou Dam, allez-y. Moi, je crois que soyons froids dans l'analyse. Évitons d'aborder les choses avec beaucoup d'émotion. J'ai fait l'autopsie de l'anthropologie, de la sociologie, du comportement des mouvements sociaux au Cameroun. Je suis à partir de ces indicateurs, il est peu plausible que l'on puisse envisager un soulèvement à travers la jeunesse. Parce que ce sont les jeunes qui descendent dans la rue. Quand vous voyez les jeunes Camerounais aujourd'hui, il y a 2 indicateurs que je vais énumérer. Le facteur de la psychose, le traumatisme des années de Braise de 2008. On a vu comment l'armée a maté. Et ces psychoses-là rentrent dans les chaînes des jeunes. La dimension de l'informel où les jeunes ont du mal à trouver de l'emploi. Et quand ils vivent le jour, vous ne direz pas à un jeune d'abandonner sa femme à la maison, où il doit payer la maison, nourrir sa famille et nourrir les parents au village, d'aller descendre dans la rue. Donc l'hypothèse, je ne suis pas péremptoire, je suis un analyste. Et j'aborde les choses avec froideur. Je dis, il est peu probable, il est peu plausible que l'on puisse envisager une descente dans la rue. D'accord, on vous a suivi. Et pour sortir, la dimension puérile, faible de l'opposition et l'environnement anthropologique et même social pas propice pour des soulèvements, tous ces indicateurs-là travaillent pour le statu quo. Et il a traduit ceci. Pourquoi est-ce que ces jeunes, ces populations-là qui sont appauvries votent pour le pouvoir? Pas du tout, ce n'est pas ces jeunes-là. Vous savez ceux qui votent pour le pouvoir? Parce que ceux qui ne prennent pas part pour booster la liste électorale, c'est notamment les frustrés. Ils disent que leur destin n'appartient plus à ceux qui sont en train de diriger, parce qu'ils ont échoué. Ce sont des fidèles qui s'inscrivent et ces voix-là sont acquis pour la cause du RDPC. Les 3 millions dont on parle, si les jeunes là
les frustrés là s'inscrivaient massivement, je crois que c'est ces jeunes-là qui devaient changer les choses. C'est justement parce que ceux qui doivent les amener à les remettre en confiance, parce qu'ils disent qu'ils ont tout perdu, parce qu'ils n'entendent plus rien de ce système, le dit sans s'inscrire, travaillent pour le statu quo. Ceux-là qui doivent émuler, ce sont des partis politiques qui doivent remettre ces jeunes-là en confiance et la population camerounaise sceptique en confiance pour qu'ils partent s'inscrire pour faire changer les choses. Vous avez deux antithèses en plateau, à la suite de votre argumentaire qu'on va par Mathieu Mbiol, qui n'était pas très d'accord tout à l'heure, avant que de donner la parole à Vincent de Poyédé. Comment attaque sur les faits? Et continue à même museler comme d'habitude. Non, vous avez la parole, président Sabaka. On ne vous muselle pas quand même. Vous ne muselle pas. Allons-y. Vous savez, en tant qu'acteur politique, quand on veut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et pour retracer l'histoire des mouvements sociaux au Cameroun, il faut aller le plus loin possible pour dire la vérité aux Camerounais. Le peuple camerounais a un ressort qui lui permet, n'est-ce pas, au moment propice de réagir et de dire son mal-être ou bien de dire son mécontentement ou alors d'impulser le changement qu'il souhaite. On peut retourner plus loin qu'il ne l'a dit, dans les années de 1945 ici au Cameroun, où, n'est-ce pas, pour contester l'ordre colonial qui, à ce moment-là, les syndicalistes sont descendus dans la rue et qui ont été massacrés. On peut aller en 1955 avec l'UPC qui a monté, qui a construit l'insurrection, qui a entraîné l'évolution politique du Cameroun jusqu'à son arrivée, son accession à l'indépendance. Et on va arriver, évidemment, même dans les années 70, vous avez dit que c'est un ressort qui existe et le peuple camerounais est un peuple qui est courageux. C'est l'un des rares peuples en Afrique noire, n'est-ce pas, à avoir pris les armes contre l'ordre colonial. Ça veut dire qu'en ce qui concerne le courage, ce peuple-là, il ne faut donc pas le réduire à cette simple analyse qu'il a faite tout à l'heure en disant que le pays est paupérisé, les jeunes ne peuvent pas se mobiliser pour telle ou telle raison. Non. Tout simplement, nous qui sommes de l'opposition, sachant le peuple dont nous avons en face, qu'il est capable de réagir quand c'est le moment pour lui de le faire. Nous devons tout simplement travailler patiemment et résolument à lui montrer que si on continue dans cette voie, voici où nous allons. Actuellement, je disais que les institutions sont bouclées. La voie institutionnelle a déjà été délégitimée. C'est-à-dire que ceux-là ont travaillé, ils ne savaient pas qu'ils travaillent contre eux-mêmes. Maintenant, la seule voie, et le peuple observe, et il constate que maintenant, et nous qui sommes les acteurs politiques, nous leur disons que nous avons fait confiance à la démocratie. Nous avons décidé que nous allons faire le jeu institutionnel. Là-bas où on devait mener les combats sur la base de la légitimité que vous nous avez donnée. Mais voilà que ceux-là, qui sont des acteurs comme nous, qui devaient participer à construire la démocratie, ont finalement bouché cette issue. Il n'y a qu'une seule issue qui reste maintenant au Cameroun. Et ça, c'est clair. Vous faites confiance au processus démocratique. Voilà le résultat. Les gens se mettent devant les bureaux. On propose même que voici, pour pouvoir donner plus de légitimité à cette voie, voici comment il faut évoluer le code électoral. Il faut un bulletin de vote unique. Il faut peut-être rendre ELECAM. En tout cas, donner plus d'indépendance à l'ELECAM. On a fait un nombre de propositions. Mais le camp d'en face refuse. Ça veut dire qu'on est donc face à une situation de confrontation directe. Et il n'y a que le peuple qui peut être notre ami en ce moment. Alors, Vincent de Poyédé, avant que je donne la parole à Sambaka. Alors, toutes les interventions que nous avons faites ici, là, nous avons évoqué le cadre institutionnel. Nous sommes restés dans le cadre purement institutionnel. C'est M. Ndam qui nous amène dans le cadre non institutionnel, avec les postures qu'il a prises, avec les affirmations qu'il a faites. 3 millions de Camerounais, à chaque élection, ne participent pas, alors qu'ils sont inscrits. Ils ne sont pas pour le parti au pouvoir, ils auraient participé pour élire les membres du parti au pouvoir. Ils ne sont pas les sympathisants parce que le parti au pouvoir veille
à ce que tous ces militants, tous ces sympathisants soient clairement identifiés et qu'ils soient mobilisés à chaque fois pour aller voter. Les 3 millions qui restent et qui ne vont pas voter, en réalité, ce débat que nous menons, hein, c'est un schéma que je veux. Ce débat que nous menons, on peut le mener dans tous les endroits dans cette ville de Douala, à tous les niveaux. C'est pour dire que les Camerounais sont intelligents. Et les Camerounais nous lisent, ils nous jugent. J'ai parlé du manque de perspective, du manque d'alternative au niveau de l'opposition. Le pouvoir en place, il est mauvais, tout le monde le sait. Mais en face, qu'est-ce qu'on propose? Chacun vient jouer au beau. On nous a dit sur le terrain, pendant l'élection de 2020, à Douala 3e, les gens nous ont supplié, en pensant qu'il était encore possible de nous mettre ensemble. Ils ont dit, vous du PCRN, mettez-vous avec les gens du SDF et vous allez passer. Alors, il était temps pour faire une alliance comme celle-là. Et lorsqu'on va voir le nombre de voix récoltées à Douala 3e, le PCRN et le SDF ont eu plus de voix que le RDPC. Donc, les Camerounais sont capables de se mobiliser du moment où ils voient une perspective se dessiner, du moment où ils comprennent qu'il y a quelque chose de sérieux. Monsieur, un gars qui sort tous les matins pour chercher sa pitance est capable de s'empêcher de sortir même pendant une semaine s'il est sûr qu'au bout de cette semaine, il obtient la résolution définitive de son problème. C'est ce que nous ne sommes pas capables de faire jusqu'à présent. Donc, si les gens ne descendent pas sur le terrain, justement, c'est parce que... il y a un monsieur qui était là en 90, il va vous dire que tous les acteurs politiques en dehors du parti au pouvoir étaient unis et parlaient d'une seule voix. C'est de cette façon-là qu'ils ont pu faire sortir toutes les foules. La population les a suivis parce qu'on voyait clairement la direction qui était dessinée. C'est pour ça que les villes mortes ont pu marcher. Donc si aujourd'hui, quand tel leader appelle à la mobilisation, les 20, 30 autres disent autre chose. Et d'ailleurs, ils passent le temps à démontrer, le fait que l'autre n'a pas raison de dire qu'on descend sur le terrain. C'est toutes ces voix disparates-là qui font en sorte que les populations restent tranquilles et observent. Pour sortir, président Sambaka, à la suite de cette nomination, quasiment identique à la deuxième mandature, peut-on dire aujourd'hui que la démocratie est prise en otage? Vous savez, j'ai écouté attentivement mes frères qui sont autour de cette table. Et j'ai eu la confirmation que si nous nous mettons ensemble, nous allons gagner. C'est ce que le peuple attend. Le peuple attend cela. Moi, je voudrais que les politiques sur cette table comprennent que on ne peut pas avancer sans avoir aussi des analyses. Monsieur Ndam est en train de faire des analyses. Monsieur Yédé lui a répondu et moi je conclus qu'ils ne sont pas opposés. Ils ne sont pas opposés pourquoi? Parce que ce peuple qui est là attend tout simplement de voir un signal de l'opposition. Et moi, Sambaka, j'ai dit que l'opposition seule ne suffit plus pour renverser l'ordre établi. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le RDPC n'est plus un parti politique comme les autres. Il est soutenu par l'administration, par les chefferies traditionnelles, par les hommes d'affaires. Et même par certains universitaires. Regardez très bien. Tous les élus que le RDPC a aujourd'hui, c'est soit les gars de l'administration, retraités ou pas, les hommes d'affaires, soit les hommes d'affaires. C'est-à-dire que le militant du RDPC ne vaut plus rien. Il doit être maintenant pris par l'opposition pour changer le Cameroun. Voilà le challenge que nous avons. Nous n'avons plus le challenge de dire que les partis politiques doivent s'unir. Les partis politiques doivent s'unir, c'est le b.a.-ba. Maintenant, comment on fait pour gagner? On élargit. On élargit. On fait un programme minimum commun qui est accepté par les Camerounais. À ce moment-là, nous allons commencer à parler de peuple. Parce que pour le moment, nous ne pouvons parler que de population. Et les populations, ce sont des gens qui sont des suivistes, ou alors qui se résignent. Ils disent, mais l'opposition n'arrive même pas à s'unir, pourquoi perdre notre temps à aller nous inscrire? Parce que c'est ça la question fondamentale. Si nous posons des actes qui peuvent permettre que cette population se transforme en peuple et en citoyen,
alors l'affaire est gagnée. Parce que tout le monde est dans la misère. Alors, le peuple lui-même, les populations ont compris que s'ils sont dans cette situation de misère, c'est parce que les autres veulent conserver le pouvoir. S'ils ont l'autosuffisance, s'ils peuvent manger à leur faim, envoyer les enfants à l'école et tout ça là, ils vont pouvoir réfléchir. Or, on ne donne la possibilité aux Camerounais aujourd'hui que de réfléchir sur la survie. Et tant qu'on va être dans cette chose, ça va être difficile. D'où la nécessité donc de l'opposition, 1, de s'unir, 2, d'élargir aux syndicats, aux associations, aux différents corps sociaux pour une large réflexion pour comment sortir le Cameroun du néocolonialisme, parce qu'en réalité, le Cameroun jusqu'à présent est un héritage de la colonisation. Les Camerounais n'ont pas pensé le Cameroun par eux-mêmes. Notre administration n'est pas une administration de développement. C'est une administration calquée sur ce que l'Occident nous a laissé. C'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on peut vendre tout notre pétrole. La population ne le ressente pas. C'est pour ça qu'on entrera demain dans la mine et les Camerounais ne le ressentiront pas. Il faut donc qu'on rentre aux fondamentaux et qu'on se dise que seul on ne peut rien faire. Moi j'ai lancé un appel depuis, j'ai proposé un certain nombre de choses. Certains jeunes viennent me voir, ils me posent des questions. Je leur réponds et je leur dis écoutez, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le Cameroun. Moi je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Mais je me suis dit, de ma posture, je peux, n'est-ce pas, faire en sorte qu'on se retrouve afin de réfléchir sur l'avenir du Cameroun. Est-ce que nous choisissons d'aller échouer en 2025 ou bien nous choisissons une transition qui va nous permettre de gouverner dans des ministères, n'est-ce pas, de transition, et que 4 ans après, 3 ans après, qu'on puisse lancer des élections avec un code électoral réformé, ou bien allons-nous, comme d'habitude, n'est-ce pas, faire ce que nous avons toujours fait, et qu'on va encore attendre 7 ans, et ces 7 ans, moi je peux vous garantir que vous n'aurez aucune chance d'avoir les députés que vous avez à l'Assemblée nationale. Parce que le RDPC est gourmand. Et dans les années qui vont suivre, si le RDPC continue à gérer ce pays, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Et moi, je vous demande d'enregistrer cette émission, parce que dans quelques temps, vous aurez besoin de cela. Je le dis ferme, pour la première fois, sur votre chaîne, que l'opposition a que 2 mois au trop à se ressaisir. Sinon, ils seront responsables de ce qui va arriver à ce pays. D'accord, merci, cher monsieur, c'est quasiment terminé. Président Sabaka, vous confirmez donc avec moi que vous n'avez pas été muselé en plateau ce matin? Non, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour développer, mais je pense que la prochaine fois que vous allez m'inviter, si le sujet va dans ce sens-là, je pourrais vous dire le peu de réflexion que nous on a fait à l'AFP, parti qui n'est pas candidat aux élections présidentielles, mais qui pense que c'est tous les Camerounais qui doivent s'unir, parce que le RDPC et le gouvernement, n'est-ce pas, c'est une force qui a de l'argent, qui a des hommes, qui a de l'intelligence, qui réfléchit avant que nous-mêmes on ne commence à réfléchir. Et il n'y a que le peuple qui peut les déstabiliser. La souveraineté populaire, c'est le travail que l'opposition doit faire. Ce n'est pas le travail de leur programme. C'est un programme minimum commun qui doit aller. Vous voyez donc que vous me coupez. C'est pas grave. Je vais me plaindre chez le boss, n'est-ce pas, de cette chaîne pour dire que Sambaka a envie de parler, mais il n'arrive pas à parler. Vous voyez qu'à la fin, vous avez parlé plus que tout le monde. Merci, cher monsieur Abdounda. Je vous donne 2 secondes. 2 secondes, c'est possible? Non, c'est possible. Allez-y dans 2 secondes. Je dis que mon aîné, mon papa, M. Vincent, je crois qu'il devait me contredire sur les faits. Je crois que nous sommes plutôt d'accord. Parce que je l'ai dit, au regard de l'environnement camerounais, la mentalité de l'homme camerounais est peu plausible pour la descente de la rue. Pour le susciter, c'est l'opposition. Et en l'état, l'opposition est faible. D'accord. Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon? Bon, juste appeler les Camerounais déjà, puisqu'on n'est pas encore à cette option-là, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est la période. Et le moment venu de suivre les différents mots d'ordre qui leur seront donnés pour les appeler à la mobilisation. D'accord. Vincent Lepouye-Dé? Mon objectif n'était pas de contredire absolument M. Dam. Donc j'ai juste voulu apporter un avis complémentaire à celui qui les mettait. D'accord. Voilà qu'enfin on peut tous sourire en plateau. On va faire la paix. On va faire la paix. D'accord. On va dire merci.
Pardon. On va dire merci à Cyril Chafet qui a assuré la mise en onde de René Narcisse Moto. J'ai reçu le micro. On va infiniment dire merci à Mathurin Biol, cadre du Social Democratic Front, membre du Shadow Cabinet. Merci à Abdou Ndam, qui est politologue. Merci au président Sam Baka, président national de l'Alliance des forces progressistes. Et merci également à Vincent de Paul Yédé, cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Par ailleurs, maire, plutôt conseiller municipal de la commune d'arrondissement du Tour de la 3e. Ce fut un plaisir. Restez-nous. La suite, c'est avec Marie-Simon. Au revoir.